de se retirer des espaces conquis dans le Nord Kivu a été épuisé. Ce dernier n'ont pas respecté les engagements donnés ou encore pris avec le gouvernement congolais et les instances régionales, le M23 et encore sur le territoire congolais. On va en parler aujourd'hui, mais aussi c'est la question de savoir, la RDC doit-elle continuer à compter sur les instances régionales pour en finir avec l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo? On va en parler aujourd'hui dans cette question qui reçoit M. Ridolphe Bondomeki. Bienvenue à vous dans ce numéro de cette question. Merci beaucoup M. Dorsin, meilleurs vœux à tous les téléspectateurs de Mikuba RT. Merci également à vous, Maître Jerry Mbayo, d'avoir été là pour le compte de cette émission, cette question. Merci et bonjour, meilleurs vœux à votre chaîne de télévision ainsi qu'à vos auditeurs. Merci enfin à vous Emmanuel pour le compte de l'UDPS. Bienvenue dans cette question aujourd'hui. Merci beaucoup M. Dorsin. Bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour à OCT Bondo que j'ai l'honneur de rencontrer aujourd'hui. Bonjour à Maître Mbayo. C'est un honneur pour moi d'être encore une fois de plus reçu dans ces beaux plateaux de Mikuba Télévision. Merci beaucoup à vous, monsieur Emmanuel. Merci également à vous, peuple congolais, de partout que vous nous regardez. Vous êtes le bienvenu. À vous qui nous suivez à partir de la radio, bienvenue également. Le dénouement de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le pays doit-il continuer à compter sur l'apport des forces régionales ou encore des instances régionales? Voilà la question qui nous réunit aujourd'hui dans cette question. On va commencer avec vous, M. Ridolphe Bondomeki. Depuis les différentes résolutions prises dans le mini-sommet de Luanda, mais aussi la rencontre de Nairobi, rien de concret sur le terrain. Le M23 est encore sur l'espace congolais. Votre réaction sur ces refus d'obtempérer aux résolutions ou encore aux engagements entre le M23, la République démocratique du Congo et le gouvernement rwandais? Merci beaucoup M. Dorsin d'abord pour le sujet et même pour la question. Je suis en train de me dire, et je le dirai toujours peut-être suffisamment, le problème de la paix entre la RDC et les autres, nous avions d'abord trois voies. Nous avions la voie politique qui avait échoué. Nous avons la voie démocratique, plutôt diplomatique, qui est un cuisant échec. Et nous sommes arrivés à la bonne voie, c'était la voie militaire, ça veut dire la guerre. Et notre chef de l'État, le président de la République, a déclaré, a parlé de la guerre, n'est-ce pas? Et la nation s'est impliquée en guerre. Moi, je pense que c'était déjà le niveau là où nous sommes arrivés. Avant de retourner encore aux tables de négociations diplomatiques comme vous le voulez, il aurait d'abord fallu que nous voyions les résultats de la troisième voie ici que nous avions accepté de combien de la guerre, de la guerre. Parce que quand le chef de l'État avait déclaré la guerre, le peuple était derrière lui. Vous avez vu même le monde entier a bougé à partir de cet appel là-bas quand il a déclaré la guerre. Moi je pense que nous devrions nous lancer dans cette lancée là-bas jusqu'à l'aboutissement. Que d'avoir appelé les jeunes à s'enrôler. Les jeunes se sont enrôlés. Les Congolais sont enrôlés, sont en train d'aller se battre. Ils acceptent la guerre, de mourir pour la patrie. C'est une très bonne chose. Bien, M. Dorsin. Mais sachez que pendant que je suis à la guerre, je me bats, je tire, on tire sur moi, on tire sur mes copains. Ils tombent, certains d'entre eux, nous évoluons. Et vous apprenez que notre gouvernement est encore allé aux tables de négociation avec les belligérants ou avec les... Ça a un effet démotivateur pour moi. Pour moi, en tant que patriote, les forces régionales, les institutions internationales sont des histoires hypocrites. Nous ne pouvons pas nous mettre là-dedans. Le peuple congolais a montré son unité lorsque le président a dit « allons à la guerre ». Allons-y. 12 millions de morts. 12 millions sont tombés par l'incursion du Rwanda au Congo. Moi, je ne pense pas que les balles rwandaises vont encore tuer 12 millions de Congolais à la guerre. Sans guerre, ils ont tué 12 millions. Et vous pensez qu'avec la guerre, ils vont tuer 12 millions? Nous allons nous battre, nous devrions nous battre jusqu'à la fin. Espérer à la bonne foi, n'est-ce pas, du M23 de se retirer, c'est leurré. On est en train de se plonger le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate. C'était pour moi une grosse erreur. En tout cas, ça n'engage que moi, que
de déclarer la guerre, comme notre président l'a fait, et moi je le soutiens jusqu'à... Et d'aller à la table de d'aller encore à la négociation. table de négociation. Pour moi, ça démotive les troupes. Et puis, on est en train de jouer à quoi? Avant de retourner à la table de négociation, nous devrions montrer d'abord sur terrain de quoi nous sommes capables. Et le peuple est déjà derrière le chef de l'État. Vous l'avez vu, rien n'est à démontrer. Tout est clair. Nous voulons la guerre et non pas ces histoires là-bas hypocrites. Merci. Maître Jérémy Bayo, encore un autre cas de refus d'obtempérer par le M23, des résolutions prises au mini-sommet de Luanda, à la rencontre de Nairobi, mais aussi à cet ultimatum accordé au M23 par l'EAC. Rien sur le terrain de concret. Le M23 décide de rester encore sur l'espace congolais. Je pense que il convient de saisir la question dans sa globalité et de tenir compte de tous les intervenants nécessaires à l'atteinte d'un objectif. L'objectif était de parvenir à dissiper l'insécurité ou la guerre qui règne dans l'est de la République démocratique du Congo. Néanmoins, en ce qui concerne l'opposition avec le M23. Il vous souviendra que dans l'une des émissions précédentes, nous avons eu à échanger sur les techniques de négociation. Il ne s'agit pas simplement de constater que le M23 a refusé d'adhérer aux résolutions qui ont été prises. Il s'agit aussi de définir quel type de négociation, quelle technique de négociation la RDC a utilisé pour contraindre le M23 à adhérer à ces résolutions qui ont été prises. Parce que n'oublions pas un fait, c'est que dans leurs agendas, la RDC et le M23 venaient l'un avec une exigence selon laquelle l'autre devait vider les lieux sans lui accorder la possibilité d'une insertion ou d'un quelconque brassage. Alors que l'autre venait avec l'idée qu'il fallait un brassage issu de certains accords ayant précédé et qui auraient eu lieu à Kinshasa et en vertu desquels le pouvoir en place aurait promis un certain asile ou une certaine réorganisation au profit de M23. Mais donc, il s'avère... Si on vous comprend bien, la RDC négocie mal. Je ne dis pas que la RDC négocie mal. Je reconnais qu'il y a la présence du professeur Christophe Lutundola qui est quelqu'un d'assez avisé en la matière. Mais je pense qu'on n'a pas tenu compte de tous les éléments indispensables à l'objectivation, n'est-ce pas, des ambitions. Pourquoi? Le M23 réclame d'être brassé. Le M23 réclame d'être inséré. Mais la RDC tient uniquement à la fin de la guerre sans envisager une quelconque possibilité de négocier sur le fondement même des exigences de la partie en face. Pour y parvenir, lorsqu'on se retrouve dans un tel contexte, il faut occuper une position de force. La position de force, c'est comme l'a dit le professeur Rudolph tout à l'heure, c'est être suffisamment outillé sur le plan de l'armée pour se rassurer de la victoire physique, s'il faudrait les contraindre par la force, ou soit carrément tenir compte des enjeux qui sont liés notamment aux pertes en vies humaines et à l'exploitation illicite de nos minéraux et tout ce qui va avec, et voir dans quelle mesure cette réinsertion peut être examinée. Parce que la réfuter, la balayer du revers de la main, ne donne pas forcément la solution, parce que voici à quel endroit nous nous retrouvons aujourd'hui. Voilà pourquoi je dis qu'il aurait fallu que la RDC se rende d'abord à l'évidence de la position qui était la sienne dans ces négociations et aussi des mesures de contrainte
pouvons mettre en difficulté les M23 le moment venu pour permettre à ce que, s'il y a dérapage, voici les mécanismes, voici les contraintes qui vont permettre à ce que les uns et les autres s'en tiennent à ces résolutions-là. Merci beaucoup. Maître Emmanuel, refus du M23 désengagé. Le gouvernement congolais prend acte, une désolation après plusieurs actions diplomatiques menées par le gouvernement congolais. Merci beaucoup, M. Ridolphe, de la question. Je pense que le thème est très important parce qu'il est important aussi, si la tautologie sera permise, de parler de la paix, de parler du problème de la guerre qui est en train de ronger l'Est de la RDC. D'emblée, je vais ici signaler que le président de la République a fait beaucoup de tournées dans les pays voisins pour montrer la position de la RDC par rapport à la guerre à l'est du pays. Il a parlé au président rwandais Paul Kagame, il a parlé au président angolais, il a parlé au président ougandais, il a parlé au président kenyan. Tout ça, c'était dans l'objectif de maintenir l'élan de la paix qu'il s'était assigné. Et lors de ces voyages, le président de la République a présenté l'intérêt de développement des pays de Grands Lacs. Alors, les amis avec qui il était en concertation ou bien en négociation et voyaient autrement la question que le président de la République a portée vers eux. Aujourd'hui, nous, personnellement, en tant que membres d'un parti au pouvoir, nous disons que cette voie-là diplomatique n'a plus vraiment sa place dans la conquête de la paix dont le peuple congolais a besoin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire aujourd'hui, avec la levée de ces régimes de notification pour l'achat des armes dans notre pays, nous pensons qu'il est temps de nous engager dans la voie de la guerre, puisque tout le peuple congolais a compris, bien sûr, qu'il faut nécessairement attaquer le Rwanda pour rétablir la paix. Qu'est-ce qui peut expliquer ce retard de nous engager sur la voie de la guerre aujourd'hui? Pourquoi on a pu prendre beaucoup de temps pour nous engager réellement sur la voie de la guerre? Merci beaucoup. C'est pourquoi je voudrais encore une fois de plus revenir en arrière pour souligner la question de l'état de siège. Lorsque le gouvernement congolais avait pensé installer l'état de siège dans les deux provinces, donc les provinces de Sud Kivu et l'Ituri, c'était dans l'objectif du Nord Kivu et de l'Ituri, c'était dans l'objectif d'installer effectivement ou bien de mettre en déroute les groupes armés. Aujourd'hui, cette question-là, peut-être si je pouvais marcher dans le même sens que les deux co-débatteurs, on est parti vite en besogne en cherchant à mettre en place la force régionale de l'EAC. C'est qu'aujourd'hui, cette force, malheureusement, nous sommes en train de constater que depuis qu'elle est installée, rien n'avance sur terrain. Les rebelles ne font qu'avancer. Il y a encore une fois de plus de tueries. Et nous, personnellement, nous interpellons le gouvernement. Il faudrait se poser la question sur la mission de cette force régionale. Oui, nous posons la question de la mission de cette force régionale qui, jusqu'aujourd'hui, depuis son installation, il n'y a rien qui avance, la guerre continue et nos populations sont en train de mourir. Alors, la paix est un impératif. C'est pourquoi je vous ai posé une question, celle de savoir, est-ce une désolation aujourd'hui de la diplomatie menée? Pas tellement une désolation, parce que le président de la République est en train de continuer sur cette même voie afin que tous les pays voisins comprennent. Parce que lors de sa sortie, bien sûr, si je pouvais y revenir, le président avait dit que pour développer notre secteur, il faut nécessairement que nous puissions nous mettre d'accord. Il a parlé de certaines coopérations économiques. Cela c'était pour permettre à ceux qui viennent pour voler nos minéraux afin de s'enrichir illégalement, doivent revenir à la raison. Au lieu d'embrasser la guerre, il faut que nous puissions travailler sur la paix et profiter de nos économies afin de développer nos pays. Ce qui n'a pas été le souhait de certains amis. Affaire minérale qui met en mal aujourd'hui le Rwanda en particulier, parce que vous avez vu... Non, le conseiller du chef de l'État. Pardon? Le conseiller du chef de l'État à Bisselele.
Bisselé, lui, qui a fait aussi sa sortie médiatique. Ses déclarations. Il a fait ce qu'il voulait faire, mais c'était une sortie médiatique ratée. Et si je pouvais revenir, le gouvernement a mis en place une usine de fabrication ou bien de production de l'or, ce qui pouvait permettre à ce que les autres là qui viennent, ou certaines multinationales, qui viennent en catimini voler nos minéraux, voilà la voie qui est ouverte pour qu'ils viennent produire ça légalement et dans le principe de gagnant-gagnant. Merci beaucoup. Monsieur Ridolphe Bondomeki, le gouvernement congolais a pris acte de ces refus du M23 de libérer les espaces conquis. Et après, à quoi devons-nous nous attendre? Quelles seraient aussi les raisons de ce non-respect des engagements entre le gouvernement congolais, le M23, mais aussi les autorités rwandaises? Merci beaucoup, M. Dorsin, pour la question. La raison d'emblée, je l'annonce en regardant ma caméra tout droit. Je dis que c'est le manque de respect à la nation congolaise. Je vais vous donner une petite historique. Le président de l'État, excusez-moi, le chef de l'État déclare la guerre, comme il a dit, et le peuple, comme un seul homme, s'est tenu debout derrière le chef de l'État. Vous l'avez vu. La communauté internationale, se rendant compte de l'unité et de la force populaire derrière le chef de l'État, a commencé à frissonner. Même l'Allemagne, qui semble rester beaucoup dans la pénombre, a envoyé un émissaire ici pour venir nous annoncer la levée de la mesure de notification pour le pays, l'achat des armes. Pendant que l'émissaire de la France était ici, est-ce que vous savez que pendant ce moment même-là, la France a des accords avec le Rwanda sur la fourniture ou l'armement du Rwanda? Donc, c'est des histoires que je peux appeler ici du cosmétique, c'est un maquillage, c'est de la poudre aux yeux, c'est du bluff qu'on veut, on veut seulement se jouer du peuple congolais. Notre chef de l'État, notre président, notre commandant suprême des forces armées a déjà dit, nous sommes à la phase de la guerre. Pourquoi encore commencer à penser à une force régionale? Quelle force régionale? Elle est constituée de qui? Pour quelle mission? Mais aussi pour quelle mission? Oui, pour quelle mission? Nous sommes déjà dans la phase de la guerre. Le chef de l'État, d'un État souverain que nous sommes, a déjà dit allons à la guerre. Le peuple a déjà dit oui derrière notre chef de l'État. Pourquoi encore aller aux négociations qui aboutissent, qui mettent au monde, enfin qui viennent d'accoucher d'une souris? Pour moi, c'était évident que ça en arrive jusque-là. Ils sont en train de jouer du temps et pendant ce temps, nos frères continuent à tomber. Je vais relever ici deux cas. Monsieur Dorsin, vous devez savoir que le brassage, moi je l'accepte. Nous pouvons accepter peut-être les éléments, on les met, mais les dirigeants du M23 doivent subir la rigueur de la loi. Vous devez savoir que le fait de passer par le brassage est rédhibitoire du fait qu'ils doivent être poursuivis pour les exactions commises. Ne pensons pas à la paix au Congo sans la guerre. À l'état où nous sommes actuellement et la paix que nous voudrions avoir, moi, Bondomeki, citoyen congolais, je vous assure que l'étape indubitable par laquelle nous devons passer, c'est la guerre. Pourquoi je vous dis ça? Regardez, quand nous nous sommes engagés avec nos armes qui ne sont pas sophistiquées par rapport aux armes du M23, comme l'avait reconnu Antonio Guterres et tout ça et Keïta, que je dis tous hypocrites ici, la paix du Congo proviendra des Congolais, des forces armées congolaises, de nous-mêmes de l'intérieur. Aucune force régionale ne peut nous permettre à nous, Congolais, de se développer, de nous développer, parce qu'ils savent que si nous nous développons, nous serons une puissance et ils seront asséchés. Il suffisait d'une simple décision de notre chef de l'État et que nous sommes derrière lui. Regardez là où économiquement le Rwanda se retrouve. Pendant que nous parlons avec vous aujourd'hui, la France a des accords sur l'armement du Rwanda. Pendant que nous parlons avec vous, quelles sont les résolutions de l'Union européenne sur l'agression de la RDC par le Rwanda? C'est le silence. C'est que je vais vous dire quoi? Nous attendons quoi de qui? Nous devons défendre notre maison. On est en train de tuer, on a déjà tué 12 millions. Et jusqu'aujourd'hui, pour la Shoah, les Juifs sont en train de se battre pour réclamer justice jusqu'à ce jour pour 6 millions. Mais nous, on déclare, selon ce que je suis ici, on déclare au-delà de 12 millions. Et vous voulez que la paix revienne avec le Rwanda
12 millions sont déjà tombés. On a violé des dames, on a éventré des femmes enceintes, on a fait des fausses communes et nous voulons passer de cette étape là-bas à la paix. Ce n'est pas à un compatriote, plutôt à un patriote comme Bondomeki, ce n'est pas à un citoyen comme Bondomeki que l'on peut faire boire cela. Le président a déclaré la guerre, donc nous sommes dans la phase de la guerre. On a connu l'état des sièges jusqu'alors. L'état des sièges continue. Des négociations avec des groupes rebelles, mais aussi les autorités rwandaises. Aujourd'hui, ce sont les forces régionales qui sont amenées sur notre sol. Pour quel résultat? Monsieur Dorsin, pour quel résultat pour du zéro. Écoutez, la prise d'armes illégale dans un pays souverain, civilisé comme le nôtre, est réprimable et est réprimé. On ne peut pas être ministre dans ce pays encore une autre fois parce qu'on a touché aux armes. On va être président du Sénat parce qu'on a tué des gens, on a bombardé parfois des avions civils. On ne peut pas commencer à être brassé dans l'armée avec des grades hautement supérieurs parce qu'on a dirigé des troupes irrégulières qui ont tué le Congolais innocents qui ont commis le seul crime d'être sur leur terre. Non! Celui qui prend les armes ne doit pas être intégré aussi facilement que ça dans nos forces armées, ne doit pas accéder au poste de direction, des ministres, de tout ce que vous voulez là-bas, parce qu'il avait touché aux armes. Nous disons non à cela. Merci. Les négociations, c'est déjà passé. Le président a montré sa bonne foi. Et au niveau de la région, et au niveau mondial, et au niveau interne, il a négocié. C'est déjà suffisant. Tous ceux qui sont en train de nous dire d'aller à gauche à droite pour faire des négociations, c'est pour faire passer le temps. Et pendant le temps-là, nos frères continuent à tomber, nos soeurs sont violées, nos femmes sont éventées, les forces communes continuent, les villages sont en train d'être déplacés. Il y a des Congolais en ce moment ici qui ne savent pas voir leur maison parce qu'ils ont commis la faute d'être Congolais tout simplement. Non, M. Dorsin, les négociations, les tables rondes, les mini-sommets, c'est déjà révolu et ça a montré que c'est un échec cuisant. En ce moment, je voudrais que le chef de l'État que je soutiens jusqu'à 200% puisse me regarder en face et dire « Je soutiens mon citoyen là qui est derrière moi, allons vers ce qu'il a déjà dit, la guerre. » Le Rwanda nous respectera, la force, notre entourage nous respectera, la planète nous respectera lorsque nous nous battrons comme une nation, comme un peuple. Personne ne va nous laisser avec cette terre aussi riche que ça. Merci. Nous devons maintenant être unis, pas d'opposition, pas de musiciens, pas de quoi que ce soit, mais derrière notre chef de l'État, maintenant c'est la guerre. Négociation, c'est zéro. Merci. Maître Jérémy Mbayo, le M23 méprise l'ultimatum de la communauté d'Afrique de l'Est, du Conseil de sécurité de l'ONU, mais aussi des partenaires bilatéraux. Pourquoi encore continuer à espérer sur les forces régionales qui sont sur les terrains, mais aussi sur les instances régionales qui sont là, dans lesquelles nous nous retrouvons également, nous sommes membres. Est-ce qu'il faut encore continuer à espérer dans la force régionale ou encore dans les instances régionales? Merci Dorsin. Je pense que à ce stade, il faudrait que nous puissions nous interroger sur le type de décision que nous avons eu à prendre par le passé. Parce que nous ne pouvons pas parler aujourd'hui de l'intervention de la force sous-régionale sans se demander de quelle manière on y est parvenu. Lorsqu'on a pris la résolution de faire venir cette force-là pour intervenir aux côtés des forces des FARDC, c'est que on avait la conviction que cette force viendrait apporter un plus au FARDC pour mettre fin à cette guerre. Mais aujourd'hui, alors qu'on le savait très bien, que cette force est essentiellement composée des pays dont les rapports avec la République démocratique du Congo sont très douteux, ont des antécédents assez fâcheux, au point que il ne serait pas très aisé d'avoir pris cette décision en si peu de temps et sans autant de, comment je peux dire, autant
le terme me manque. On aurait dû vraiment étudier de fond en comble la question de l'intervention. Savoir combien d'hommes doivent venir, où seront-ils basés, quelle sera leur réelle mission, elle se tiendra pendant quelle durée, en cas d'échec pendant cette durée-là, quelles seront les conséquences et comment cela sera acheminé. Toutes ces questions-là, je pense qu'elles n'ont pas été mûrement examinées. Quand je parle de questions de prise de décision, il y a aussi, notamment, le choix de la négociation. Aujourd'hui, je suis content que l'on veuille aller à la guerre. Mais même la Bible déclare, lorsque vous voulez aller en guerre contre un ennemi, envoyez des émissaires pour qu'ils aillent vérifier de combien d'hommes dispose l'ennemi, pour que vous aussi, de votre côté, puissiez vous demander, est-ce que dans ma position, je suis en même de faire face à cette guerre? Aujourd'hui, la question qui est à se poser est celle de savoir, est-ce que militairement, la RDC est prête à affronter les M23 et à mettre fin à cette guerre qui l'oppose à ce groupe-là? Pas seulement le M23. Puisqu'aujourd'hui, nous ne parlons que du M23. Mais nous savons qu'à côté du M23, il y a autant de rébellions. Mais parce que nous parlons de cette force sous-régionale. Il y a des zones tampons qui sont créées. Sur ces zones, les M23 ne sont pas là, mais aussi les FARDC ne sont pas là. Comment se gère l'administration? Et cette population de là est gérée par qui? C'est là tout le problème. Aujourd'hui, la difficulté de la RDC, c'est quoi? C'est d'avoir le malheur de mener une guerre sur son territoire. Le territoire sur lequel se trouve sa population. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en décidant de riposter, la RDC prend aussi la décision de mettre en danger la vie de certains, de ces, disons, d'une partie de sa population. Alors que si la guerre aurait été menée sur le territoire rwandais, la donne ne serait plus la même. Vous avez suivi le débat autour de la guerre en Ukraine. Pourquoi est-ce que la Russie se sent dans sa zone de confort? C'est parce que, pour elle, cette guerre qui est menée en Ukraine est une guerre stratégique. Elle veut veiller à ce que l'OTAN ne puisse lui imposer une certaine pression en s'installant sur l'Ukraine. Alors que pour l'Ukraine, c'est le tout pour le tout parce qu'il s'agit de défendre son intégrité territoriale. Ce qui est le cas pour la RDC aujourd'hui. La RDC se bat pour rétablir la sécurité sur l'ensemble de son territoire et la RDC se retrouve en présence d'un danger qui est lié notamment à la présence de sa population dans les zones qui sont concernées par les troubles et en même temps la RDC sort d'une longue période d'interdiction en ce qui concernait l'acquisition des armes, bien qu'ayant aujourd'hui franchi cette étape. Est-ce qu'elle a disposé du temps nécessaire pour l'acquisition du matériel, pour l'apprentissage, parce que c'est l'une des conditions dans le domaine d'acquisition d'armes? Il faudrait un temps d'apprentissage, de manipulation de ces armes-là. Est-ce que simplement, dans ce laps de temps qui est passé, la RDC dispose de tous les éléments pouvant lui permettre de décider d'aller en guerre? Je pense que, à la date d'aujourd'hui, la piste des négociations n'est pas à rejeter. Donc il faudrait, en même temps, nous pouvons aller sur les deux, nous pouvons aller sur les deux flancs au même moment. C'est-à-dire, on se renforce sur le plan militaire, on mène les stratégies nécessaires pour contrer les avancées du M23, mais en même temps, on se prépare pour riposter sur le plan diplomatique. Merci. Parce que nous ne pouvons pas dire que nos diplomates ne sont pas suffisamment avisés pour pouvoir nous arracher des bonnes résolutions. Merci beaucoup. Mais il faudrait qu'on inclue dans ces résolutions tous les enjeux possibles. Il ne faudrait pas que, par passion, l'on décide de dire non, voilà, il n'y aura pas insertion, il n'y aura pas ceci, cela. Mais nous devons étudier quel type d'insertion, de quelle manière, si insertion doit y avoir, de quelle manière cela doit-il se passer. Merci. Maître Emmanuel,
devons-nous continuer à négocier avec le M23 si on voit ce qui se passe sur le terrain, si refus d'obtempérer aux résolutions du mini-sommet des Luanda, mais aussi des Nairobi? Merci. Je pense que lors des assises de l'Angola, où le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, était convié, et même le président rwandais, je pense que la partie au conflit n'était pas, la partie principale, bien sûr, le Rwanda n'était pas parti pour les négociations. Et le Rwanda a jugé bon d'envoyer, je ne sais pas, un chargé d'affaires ou un ministre des Affaires étrangères. Et lors de ces assises, les résolutions nettes ont été prises, qui étaient de savoir les retraits immédiats des groupes armés, ou bien plutôt du M23 des zones occupées, et avec un délai entre guillemets bien déterminé qui n'était pas respecté. Après les mini-sommets de l'Angola, on est parti Nairobi 1, Nairobi 2, où il y avait eu même une feuille de route qui était signée. Et je pense que jusqu'aujourd'hui, les M23 sont en train d'occuper ces territoires-là. Est-ce donc, que nous devons nous ne pouvons pas continuer avec, nous pouvons pas continuer avec la voie des négociations parce que elle n'a pas, jusqu'à présent, n'a pas apporté quelque chose. Je vais ici rappeler ou interpeller le président de la République. Qu'est-ce qu'il faut actuellement? Si vous dites qu'on ne doit plus continuer à négocier avec ces groupes rebelles, qu'est-ce qu'il nous faut aujourd'hui? Compter sur les instances régionales, sur la force de l'EAC déployée sur le terrain. Qu'est-ce qu'il nous faut faire? Je ne pense pas, M. Dorsin, parce que vous savez combien d'argent, bien sûr, nous coûte à la République lorsque cette force régionale est sous les sols congolais. Pourquoi pas prendre ces budgets-là, l'allouer à l'armée nationale afin de renforcer l'effectif, renforcer les équipements militaires. Donc, je pense que cette force régionale, jusqu'aujourd'hui, j'ai peur, quand vous avez posé la question à M. Mbayo, par rapport à sa présence, qui joue juste un rôle de tampon, comme vous venez de le souligner ici, une force qui joue un rôle de tampon, qui n'attaque pas l'ennemi, à quoi sert sa présence dans notre pays? Elle est en train de nous prendre les budgets. Moi, je pense qu'il est temps que le président de la République, ensemble avec le gouvernement, comme il avait reçu autrefois les ressortissants de l'Est, il leur avait promis de revoir la question de l'état de siège afin de voir comment continuer sur les lancers de la paix. Alors moi, je pense qu'aujourd'hui, et l'état de siège et la force régionale, toutes les deux voies engagées ne nous amènent pas à maintenir la paix à l'est de la République. Merci. Monsieur Ridolphe Bondomeki, le M23 a son cahier des charges, il exige le brassage, il exige sa réinsertion au sein de l'armée, mais aussi dans différentes institutions. Et la RDC dit non. Mais il y a une feuille de route qui n'est pas respectée aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il nous faut faire à présent? Donc, la RDC doit prendre quelle résolution, mais aussi quelles doivent être les responsabilités à prendre par les instances régionales en ces moments? Je ne sais pas si les juristes qui sont avec moi ici à table vont me contredire. Nul n'est au-dessus de la loi, même le pouvoir public. Quelqu'un qui a pris des armes, on le remercie avec quoi? Quelle est sa rétribution? Quelle est sa rétribution? Quel accord qui pourrait être signé qui supplanterait nos lois, nos textes légaux, notre loi? Quel? Moi, je vais vous dire ceci, M. Dorsin. La force régionale, là, comme vous l'appelez là-bas, elle a combien d'hommes? Elle a combien d'hommes? Comparé à 26 000 hommes dont dispose la MONUSCO pendant plus de 20 ans, 23 ans maintenant. Et la mission de la MONUSCO s'est soldée par un cuisant échec que vous-même, vous avez tous remarqué. Parce qu'on a vu la population s'est soulevée actuellement contre la force régionale. Mais oui, parce qu'elle a raison. Nous ne pouvons pas commencer à nous arrêter à nos vestes et à nos cravates et sur les plateaux de télévision. Il s'agit d'une famille. Le père revient avec la nourriture.
Avant que la mère commence à préparer, il y a des coups de fil, on vient, on décapite le père, les enfants voient, on viole la mère, les enfants voient, on viole les filles, et puis on les met dans une fosse, et on leur jette de l'eau chaude et on enterre. Pour quel crime? Parce que ils ont été congolais sur la terre congolaise. Je diverge avec Maître Jerry Mbayo sur quel point? Sur le fait qu'il doit noter que lorsqu'on a déclaré la guerre, les autres options sont en berne, sont suspendues. On ne peut pas faire la guerre et faire la négociation. Pour moi, Bondomeki, nous devons savoir quel est le résultat de la guerre d'abord, pour que nous puissions retourner à quoi? À la table. Quand nous allons retourner à la table, du moins ils se seront rendus compte de quelle est notre portée, quelle est notre force. Quand j'ai négocié avec quelqu'un, mais souvenez-vous quand on était petit, un nouveau venu dans le quartier identifiait qui était le plus fort de la meute, de la troupe, et l'affrontait souvent. S'il le bat, il devient qui? Il devient le chef du groupe. S'il est battu, il se soumet et l'ancien chef continue. Donc les négociations, je les accepte, pas simultanément. Les négociations viendront subséquemment au résultat de la guerre que le chef de l'État a déjà déclarée. Est-ce que vous vous rendez compte que nous avons déjà une loi? Le commandant suprême a déjà déclaré la guerre. C'est une loi. Et quand on est en état de guerre, on n'a pas besoin de zones tampons. Monsieur Dorsin, français, ça nous complique peut-être. Moi, je ne comprends pas très bien le français. Est-ce que vous comprenez zone tampon? On vient sur mon propre territoire. On me dit à moi, n'approche pas. Et le rebelle n'approche pas. Le rebelle a quel droit? Le rebelle a quel droit? Qui gère dans cette zone tampon? Vous comprenez? Une aberration, excusez-moi, de votre part. Vous dites que le rebelle gère. Est-ce que vous comprenez juridiquement que veut dire rebelle? Parce que dans cette zone tampon, je vous pose la question. C'est la force sous-régionale je vous pose la question. Qui est là, je vous pose la question. Juridiquement, expliquez-moi, un rebelle c'est qui? Même si quelqu'un aurait signé un accord, moi je suis patriote et je suis citoyen. Dieu lui-même, pour la rébellion du diable, de Satan, n'a pas eu de zone tampon et de négociation. Il a précipité, et même ceux-là qui ont accepté sa séduction. Et que je vais vous dire? Nous sommes en train de parler ici de chez vous, ici à Colosie. Quelqu'un vient, te tue, et il réclame d'être ministre. Et parce que moi je suis ce que je suis, je signe avec lui un accord. Ça supplante les textes de loi du pays. Monsieur Dorsin, on a tué des Congolais qui étaient dans leur maison, dans leur village, sur leur champ. On les a délogés. On n'a pas besoin d'une zone tampon en ce moment. Mais c'est ce qui existe actuellement. Il y a une zone tampon Monsieur Dorsin, vous avez où raison. se trouve la force régionale. Monsieur... Moi, ma question est celle de savoir, comme il y a une zone tampon, l'administration s'est fait comment? La population est gérée par qui? Et voici ma réponse. Voici ma réponse. Les activités. Vous êtes dans votre maison. Un gaillard là entre, viole votre femme, parce qu'il faut dire les choses, viole votre femme, déflore votre fille. Le combat se bat là-bas, le chef de quartier vient, il dit ok, toi, le propriétaire, va dans la chambre. Toi qui es venu agresser, va dans la cuisine. Personne ne vient d'abord ici au salon, je reste ici avec mon comité de quartier pour voir les implications dans ta maison. Je vous dis ceci. Lorsque le président a déclaré la guerre, sa parole là est une loi. Et que l'optique de la guerre, quand elle est déjà levée, les autres voies politiques, diplomatiques, religieuses, tout ce que vous voulez, mystico, s'arrêtent. On peut voir actuellement, pour moi, question de négocier. Respect à la parole du chef de l'État qui tient lieu de loi. Nous sommes en une période de, excusez-moi, nous sommes en une période de guerre. Est-ce que notre assemblée s'est opposée? Est-ce que notre sénat se sont opposés? Non. Est-ce que le peuple est prêt pour ça? Oui. J'ai entendu Maître Mbayo dire la guerre se fait sur notre terre et les morts, il y aura encore plus de morts. Mais écoutez, nous, quelle mort encore devrons-nous craindre pendant que
avec les négociations, on a perdu 12 millions. Avec la diplomatie, 12 millions. Force internationale, 12 millions. MONUSCO, 26 000 hommes pendant 23 ans, 12 millions de morts. Viol et autres. Mini-sommet et autres, 12 millions. Aujourd'hui, s'il y a un Congolais qui a peur de mourir parce qu'il y aura la guerre sur notre terre, celui-là ne mérite pas d'être appelé Congolais patriote. Pourquoi? Parce que ici, nous sommes au moment de dire, n'est-ce pas, à notre pays que notre hymne national n'est pas un slogan. Notre hymne national, quand nous le chantons, il vient de nos entrailles. Nous déclarons au Congo que nous rendons ton nom grand. Ça veut dire nos femmes qui ont été violées, nos enfants, nos frères qui ont été tués à l'est du pays, leur sang ne vaut pas moins que le nôtre. S'il y a les militaires qui acceptent de mourir aujourd'hui à la guerre, vous négociez. Est-ce que vous ne savez pas que ça démotive? Ça démotive. Le président est un commandant suprême. Ça veut dire le premier militaire à la guerre. Nous voulons le voir en train de diriger les opérations de la guerre plutôt que d'aller à la table de négociation avec nos bourreaux, nos violeurs, nos pilleurs. Ça nous fait pleurer et ça a un effet très démotivateur. Je le dis ici et voilà, je pense que voilà. Merci beaucoup à vous, M. Ridolf. On va donner la parole à Maître Géry Mayo. Qu'est-ce qu'il nous faut faire actuellement? Parce que les résolutions ne sont pas respectées, les différents engagements ne sont pas respectés avec les parties prenantes. La République démocratique du Congo doit faire quoi actuellement? Est-ce qu'il faut encore compter sur les instances régionales ou encore sur la force régionale? Que devons-nous faire des pratiques sur le terrain? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faudrait définir d'abord quel est le réel ennemi en face de la RDC. C'est bien facile de parler du M23. Mais nous savons très bien que comprendre la guerre du M23 demande de comprendre d'abord l'origine de la guerre qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo depuis 1997. Et quand on part de 1997 jusqu'à aujourd'hui, on se rend compte que, d'une part, il y a des causes endogènes et des causes exogènes par rapport à cette guerre-là. Des causes endogènes sont liées notamment à un manque de satisfaction entre les peuples, à certaines tensions entre différents peuples qui composent la République démocratique du Congo ou bien la zone, les régions de l'Est. Mais parmi les causes exogènes, on retrouve notamment le besoin pour certains États, grandes puissances, dont le besoin de se munir notamment en minerais, coltan, or, ainsi de suite, de façon illicite, recours à des rébellions, à des groupes armés pour déstabiliser certaines parties de la République et ainsi y pratiquer cette exploitation illicite. En soi, le M23 ne représente pas une force. Lorsque, au niveau des Nations Unies, on déclare que le M23 disposerait d'un équipement militaire plus sophistiqué que la MONUSCO, c'est en faisant référence, il me semble, à celui qui se cache derrière le M23. Maintenant, parce que c'est celui-là le réel ennemi. Qu'est-ce qu'il faut? Je vais procéder comme M. Rudolf tout à l'heure. On vous dit, lorsqu'un petit enfant vient devant vous et vous met au défi de vous tabasser, et vous le regardez, il n'a que 6 ans. Il ne peut même pas tenir une seconde devant vous, mais il vous pointe du doigt et vous dit « je vais vous tabasser », c'est que derrière lui se cache quelqu'un de beaucoup plus costaud. Voilà comment se présente le M23. Est-ce que les négociations que la RDC a menées, il les a menées avec ou auprès des personnes responsables de cette guerre, des véritables tireurs des ficelles? Parce qu'il faut savoir qu'autour d'une guerre, il y a une ramification tentaculaire
qui met en présence notamment, on a parlé de l'intervention de la Grande-Bretagne. Tout à l'heure, M. Rudolph a parlé de l'intervention de la France au profit du Rwanda. Quels sont les efforts que la RDC a déployés vis-à-vis de la France et quels résultats cela a-t-il donné? Quels sont les efforts menés avec la Grande-Bretagne et quels résultats a-t-on obtenu? Et sans oublier qu'aujourd'hui, lorsqu'on dit qu'on ne veut pas de la zone tampon, qu'on ne veut pas de la force d'interposition, qu'on ne veut pas de ceci et de cela, mais tout cela émane de quoi? Des décisions qui ont été précédemment prises par le chef de l'État. C'est le chef de l'État qui a proposé que nous puissions recourir à une force régionale qui vienne en renfort au FARDC. Alors, partons par l'origine pour faire savoir au chef de l'État qu'il y a eu des mauvaises décisions qui ont été prises. Et aujourd'hui, se mettre au hasard de décider de mener la guerre et d'ignorer la piste des négociations sans prendre le temps nécessaire pour étudier les conséquences à venir, je pense que ça risque de nous mener droit dans le mur une fois de plus. Parce que l'expérience nous a démontré que autant de décisions que nous avons prises dans la précipitation nous ont amené à quel résultat? Aujourd'hui, toutes les initiatives qui ont été prises, interposition, zéro, zone tampon qui pose problème, qui n'est pas respectée, état de siège qui ne donne rien. Et on se rend compte que sur 100% des décisions prises, on en est à presque 90% des décisions qui n'ont pas marché. Est-ce que dans l'entourage du chef de l'État, y a-t-il pas des personnes à qui profitent ces décisions-là? Ce ne sont pas ces personnes-là. Voilà qu'aujourd'hui, on commence à citer des noms. Il y a des personnes qui ont infiltré le chef de l'État, qui l'ont poussé, parce que c'est eux à qui revient de temps en temps le devoir de mener ces négociations-là. Mais est-ce qu'ils l'ont mené vers les bons objectifs? Merci. Monsieur Emmanuel, nous sommes à 6 minutes de la fin de cette émission. Votre mot de conclusion par rapport à notre thématique d'aujourd'hui qui parle de dénouement de l'insécurité. Le pays doit-il continuer à compter sur les instances régionales? Merci beaucoup. Avant de donner mon dernier mot, je voudrais ici revenir sur... rapidement. Oui, rapidement sur les dires de Maître Mbayo. Quand il parle qu'il y avait les décisions, la décision qui était prise pour mettre en place la force régionale était émanée par les seuls souhaits du président de la République, moi j'ai dit non parce que au départ, il y a eu des négociations de Nairobi dont toutes les parties prenantes, c'est-à-dire l'Angola, le Rwanda et d'autres et la RDC, étaient présentes dans ces négociations. Et donc, ils avaient décidé de mettre en place une force régionale. La RDC était représentée par le président de la par République. le professeur, même M. Tshibangou. Tous, à l'unanimité, avaient décidé de mettre en place cette force régionale. Et donc, ils avaient bien sûr vu que si nous mettons en place cette force, les M23 et d'autres groupes armés qui mettent en mal la population de l'Est seront aujourd'hui mis dehors. Alors, nous disons que cette voie-là de négociation, pour moi, elle est une voie qui est désuète, donc une voie qui n'a pas sa chance ou sa force aujourd'hui parce que la guerre ne fait que continuer. On doit emboîter la paix, plutôt la voie de la guerre. Quel est le mot que avec lequel je vais finir ces débats? C'est dénoncer l'hypocrisie de la communauté internationale face à la guerre de l'Est. Nous avons vu récemment l'Union européenne, par l'entremise de son envoyé au Rwanda, ils ont encore une fois depuis renforcé leurs liens pour que les liens sur le plan diplomatique et aussi par rapport à la guerre. Tout ça avec quel objectif? C'est pour mettre le peuple congolais donc dans la difficulté de vivre dans la paix. Donc nous disons, la communauté internationale doit comprendre que s'ils veulent nous aider, lorsqu'il y a les choléra, lorsqu'il y a l'Ebola, lorsqu'il y a la guerre, les gens sont violés, les filles sont violées, il y a des massacres,
qu'ils viennent nous aider pour que nous puissions retrouver une paix durable et non pas nous amener dans la paix de la guerre pour que nous puissions toujours commander derrière eux. Merci. Monsieur Ridolphe, votre mot de la fin. Merci beaucoup. Je vais entrer dans l'allégorie de Maître Mbayo quand il a parlé d'un enfant de 6 ans. Vous voyez, quand notre chef de l'État a déclaré la guerre, cet enfant-là décide, comme personne ne veut dire qui est derrière cet enfant là-bas. Quand il a déclaré la guerre, petit Bazou dit maman Mbata. Mais vous avez vu directement, tout le monde s'est bougé et est venu ici. Donc chez nous aussi on dit quoi? Si vous voulez voir la tête du crocodile frapper à sa queue, la tête va revenir. Même le serpent, frapper à la queue, la tête va revenir. Nous devons d'abord frapper parce que nous n'avons pas arrangé quoi que ce soit. Deuxièmement, Antonio Guterres, Bintou Keïta et autres, hypocrites qu'ils sont, pendant qu'ils parlaient de la sophistication des armes dont dispose le M23, c'est une façon de démoraliser les rangs congolais. Ça nous démoralisait ça. Ça nous démoralisait. Mais on a pris de l'avance. Nous avons suivi l'évolution de la guerre. Quand on avait déclaré la guerre par le président chef de l'État, que je soutiens à 100%. Quand tous on a vu. Moi, je vais vous dire ici, en ce moment, tout ce que l'on peut faire, négociations et autres, en ce moment, toutes ces voies-là ont démontré leur échec. Les décisions qui ont précédé et autres, c'était bien sûr de la bonne volonté du chef de l'État. Il a fait même un tour à l'extérieur, dans la planète, même chez les voisins. Mais tout cela a échoué. Pourquoi on l'amène encore aux négociations? Il a déjà dit la guerre. Vous savez, hein, moi je suis hébreu. Quand les Hébreux disent je vais te taper, c'est encore mieux. Quand ils disent je vais te ponona, ils te ponona là-bas. Ça veut dire qu'on a déjà dit la guerre. Rien ne doit plus encore marcher. S'il y a négociation, c'est subséquemment aux retombées de la guerre que notre chef a déjà déclaré. Merci. Ici, laissons nos armées avec son commandant suprême. Nous tous nous devons être que derrière nos armées pour que la guerre continue. Les balles rwandaises ne feront pas tomber 12 millions de Congolais avant que nous puissions atteindre Kigali. Pendant que, avec les négociations et tout ce qu'on a eu là, on a eu 12 millions de morts. Et dans quel état? J'ai de l'arme. Merci. Maître, en quelques secondes. Je pense que tout va reposer sur le sérieux du Congolais, dans son ensemble, et en particulier des décideurs. Et ici, par décideur, j'entends le président de la République. La responsabilité qui lui incombe va au-delà de tout entendement du simple Congolais. Il lui faut aujourd'hui faire un nettoyage strict et sévère dans son entourage. Parce que si aujourd'hui on en est au résultat où nous sommes, c'est parce que le chef de l'État est fragilisé de l'intérieur. Il lui faut, dans un bref délai, et de prendre son courage à deux mains pour faire un coup de balai très sévère et très rapide et ainsi lui permettre de voir comment envisager les meilleures solutions pour l'avenir. Parce que tant qu'il sera entouré par ces mêmes personnes qui, dans une réunion, font des propositions et qui, dans une autre réunion au soir, font des contre-propositions, cela ne va jamais permettre à la République démocratique du Congo d'en venir à bout de cette guerre. Merci. Maître, merci d'avoir été là. Monsieur Emmanuel, merci d'avoir été là. Merci. Monsieur Ridolphe Bondomeki, merci également d'avoir répondu à notre invitation. C'est un grand honneur que d'être avec vous ici, Monsieur Dorsin. Merci également à vous, peuple congolais, de partout que vous nous avez suivis. On vous retrouve très prochainement.